Alors, merci beaucoup d'être là. Je me présente, je suis Joanne Déas, je suis la directrice exécutive d'IREMO, mais à Paris. On vient donner un petit coup de main à IREMO Sud pour ce bel événement en partenariat avec l'Institut du monde arabe. Donc, il y a 2 tables rondes aujourd'hui. Je suis chargée de modérer la première table ronde. On va échanger avec Dominique Vidal on va revenir sur une date très très importante dans l'histoire de la Palestine, qui est 1948. Parce que toute nation possède son ou ses événements fondateurs, autour desquels son récit national se déploie et s'articule, permettant à son peuple de faire corps autour d'une histoire commune et de construire une identité partagée. Ça peut être une histoire de victoire, comme c'est le cas pour les Israéliens, avec la déclaration le 14 mai 1948 de l'indépendance de l'État d'Israël et la victoire sur les armées arabes. Mais ça peut aussi être une histoire de défaite. Pour les Palestiniens, c'est une histoire de traumatisme collectif. Ils le nomment la Nakba. La Nakba, ça veut dire la catastrophe. Ces 2 histoires font référence au même événement historique qui s'est déroulé en 1948. Pour les Israéliens, il marque la création officielle de l'État d'Israël. Pour les Palestiniens, il représente l'exode forcé de près de 3/4 de la population arabe alors présente en Palestine, soit entre 750 000 et 800 000 Palestiniens. Réfugiés dans des camps ou dans les villes des pays arabes voisins, mais aussi à Gaza et dans ce qui constitue aujourd'hui la Cisjordanie, ces personnes ne seront jamais autorisées jusqu'à ce jour par Israël à revoir leur terre natale. De leur maison qu'ils ont dû fuir, ils conservent précieusement la clé, devenue symbole du combat de tout un peuple pour ce qu'on a coutume de nommer le droit au retour. Ils sont désormais près de 6 millions, officiellement reconnus comme réfugiés par l'ONU et par l'UNRWA, qui est l'agence de l'ONU qui est spécifiquement en charge de leur protection. Si la Nakba est un processus qui commence bien avant et dure bien après 1948, la date de 48 pose cependant un jalon essentiel dans l'histoire palestinienne. Elias Sambar, qui est un grand intellectuel palestinien, ancien ambassadeur de Palestine à l'UNESCO, qualifie cette date de point sismique. Je reprends ces mots en disant que pour les Palestiniens, 1948 marque une disparition, une fabrication d'absence, une destruction sociale, un choc, voire une noyade. Cependant, ce traumatisme collectif demeure inaudible pour les Israéliens, qui ne peuvent pas accepter ni reconnaître que la naissance et l'existence même de leur État reposent sur la dislocation et l'expulsion d'un autre peuple. Alors que s'est-il passé en 1948 ? Selon la version prédominante en Israël, les Arabes sont partis volontairement, sans y avoir été contraints. Selon les Palestiniens, ils ont été expulsés par l'armée et les milices israéliennes, ou ont fui les massacres pour sauver leur vie. C'est ce qu'Elie Barnavi avait coutume de nommer 2 versions furieusement divergentes de la même histoire. Cependant, tous les Israéliens ne sont pas d'accord avec le récit prédominant dans leur pays. Certains historiens israéliens contestent cette version de l'histoire, en s'appuyant sur un travail d'archives minutieux qui a bénéficié ces dernières années de l'ouverture d'archives inédites. Mais contester et remettre en question un récit national fondateur, aussi important que celui de 1948, relève quasiment du blasphème et de la trahison, car les vainqueurs acceptent rarement qu'on réécrive leur histoire et celle qu'ils imposent aux vaincus. Mai 2023 marque les 75 ans de cet événement historique, qui est constitutif des identités des 2 peuples. Et la parution donc, de ce dernier opus d'Araborama consacré à la Palestine nous donne aujourd'hui l'occasion d'y revenir. On reviendra plus particulièrement aujourd'hui sur cette bataille historiographique qui fait rage entre les historiens israéliens traditionnels et le courant des nouveaux historiens israéliens, concernant donc ce qui s'est passé en 1948 et le poids de la responsabilité israélienne vis-à-vis de l'exode massif du peuple palestinien. Et qui de mieux placé pour parler d'histoire qu'un historien ? J'ai l'honneur d'en avoir un à mes côtés aujourd'hui, Dominique Vidal. Dominique, on va se tutoyer, on ne va pas faire semblant de ne pas se connaître. Tu es donc effectivement historien, mais tu es aussi journaliste. Tu es l'ancien rédacteur en chef adjoint du Monde diplomatique. Ancien directeur, tu es directeur ou ancien directeur international ? Ancien. Directeur international du Centre de formation et de perfectionnement des journalistes. Tu es l'auteur de nombreux ouvrages sur Israël et la Palestine, dont, je cite, Palestine, le jeu des puissants, paru chez Sinbald en 2014. Tu as aussi écrit Antisionisme égale antisémitisme, point d'interrogation, réponse à Emmanuel Macron, publié chez Libertalia en 2018. Tu diriges aussi chaque année avec Bertrand Badi l'État du monde,
anciennement à la découverte, désormais au lien qui libère. Ton dernier ouvrage, Israël, naissance d'un État, publié chez l'Harmattan en 2022, traite en partie de cette période de 48 et de la façon dont les différents historiens israéliens l'ont étudié et relaté. Et tu as aussi contribué à ce dernier numéro d'Araborama qui vient de paraître en acceptant de répondre à mes questions aux côtés de Leïla Chahid et Jean-Paul Chaniolo sur les récents événements qui ont secoué la Palestine et Israël ces 3 dernières années. C'est page 195. Voilà, petit numéro quand vous l'achèterez. Je te laisse donc la parole pour nous expliquer donc cette bataille historiographique en Israël. Et ensuite, on donnera la parole à la salle. Je vais te relancer par quelques petites questions et ensuite on donnera la parole à la salle pour un temps d'échange autour de tout ça. C'est à toi. Merci beaucoup, Johan. Merci à vous tous d'être venus par ce samedi après-midi un tout petit peu pluvieux, mais même à Marseille, il paraît qu'il pleut, parfois. Vous aurez tous compris que j'avais prévu en fait de venir débattre avec Leïla Chahid. Et je suis bien triste qu'elle ait été retenue à Beyrouth, mais croyez-la, si elle est retenue, c'est que vraiment elle ne pouvait pas faire autrement parce qu'elle est toujours au rendez-vous, qu'elle nous fixe ou que nous lui fixons. J'ai donc improvisé, à la demande de mes amis de l'IREM au Sud, une conférence très précisément sur le récit israélien de la guerre de 1948 et l'évolution de ce récit depuis 75 ans, puisque nous sommes au 75e anniversaire de la création de l'État d'Israël et de l'expulsion des Palestiniens. À l'époque, je le rappelle pour mémoire, l'ONU avait décidé d'un plan de partage le 29 novembre 1947 avec un État juif et un État arabe. Ce plan a avorté et au terme de la guerre de 1900, pour la qualifier exactement 47-49, nous sommes arrivés à une situation où l'État d'Israël est né, a déclaré son indépendance le 14 mai 1948, mais où l'État arabe, prévu aussi par l'ONU, s'est retrouvé mort-né, partagé entre Israël, qui en avait conquis une partie, la Transjordanie, la Jordanie d'aujourd'hui, qui avait annexé Jérusalem-Est et la Cisjordanie, et l'Égypte qui occupait la bande de Gaza. À l'époque, l'ONU, au moment de la discussion du plan de partage, avait organisé un recensement extrêmement précis. Il y avait, sur l'ensemble de la Palestine sous mandat britannique, 608 000 juifs et 1 237 000 arabes. L'État juif lui-même, tel qu'il était prévu par l'ONU, en comprendrait respectivement 498 000 juifs et 407 000 arabes. Ces chiffres expliquent beaucoup de choses, peut-être on pourra y revenir dans le débat. Or, ces derniers, les Arabes, à la fin du conflit, ne sont plus que 150 000 dans l'État d'Israël qui vient de naître. C'est-à-dire qu'au total, pendant ces 2 années de combat, les 3/4 des Palestiniens, ont dû prendre le chemin de l'exil. Pourquoi ? Selon l'historiographie israélienne traditionnelle, les réfugiés, 500 000 au maximum, seraient partis volontairement, répondant aux appels des dirigeants arabes qui leur auraient promis un retour rapide après la victoire. Et non seulement les responsables juifs n'auraient pas planifié d'éviction, mais les rares massacres à déplorer, en premier lieu celui de Deir Yassin, le 9 avril 1948, auraient été le fait de troupes extrémistes de l'Irgun et du Lehi. David Ben Gourion a d'ailleurs résumé cette
vision de l'histoire à la Knesset, à la tribune de l'Assemblée, en 1961, en disant, je le cite, « Nous avons des documents explicites témoignant que les Palestiniens ont quitté la Palestine en suivant les instructions des dirigeants arabes, le Moufti en tête, sur la base de l'hypothèse que l'invasion des armées arabes détruirait l'État juif et pousserait tous les juifs à la mer. » Telle n'est pas évidemment l'opinion des historiens palestiniens et arabes qui, eux, considèrent qu'il s'est agi d'une éviction. La majorité des réfugiés, entre 700 000 et 900 000, a été contrainte, selon eux, au départ, au cours des affrontements entre juifs et arabes de Palestine, d'abord, puis pendant la guerre israélo-arabe, dans le cadre de ce qu'ils appellent un plan politico-militaire jalonné de nombreux massacres. C'est notamment la thèse, je n'en cite qu'un, mais je pourrais en citer beaucoup d'autres, défendue dès 1961, à la même date où Ben Gourion développe la thèse que j'ai dite à la Knesset, par un grand historien palestinien qui s'appelle Walid Khalidi, dans un essai qui s'intitule Plan d'Alet, Master Plan for the Conquest of Palestine. Et notre ami Farouk Mardambe, le directeur des éditions Sinbad, a comblé une inexcusable lacune de l'édition française en publiant récemment 2 recueils de ce grand historien. Mais la meilleure synthèse, elle est signée d'Elias Sambar. Elle s'appelle Palestine 48, l'expulsion. Malheureusement pour ces historiens palestiniens et arabes, pendant des décennies, leurs recherches n'ont pas eu d'écho international. Et pourtant, comme le dit un autre historien palestinien, Nour Masalcha, je le cite, l'histoire et l'historiographie ne devraient pas nécessairement être écrites exclusivement ou essentiellement par les vainqueurs. Et ça ne concerne pas, évidemment, que Israël et la Palestine. Dès les années 50, quelques rares auteurs israéliens contestaient la thèse officielle de leur pays. Depuis la seconde moitié des années 1980, ils ont été rejoints dans leur critique par un certain nombre de journalistes et de chercheurs israéliens, Simcha Flapan, Tom Segef, Avi Shlaim, Ilan Papé et Benny Morris. Benny Morris qui a été, on peut dire, le pionnier de cette nouvelle histoire israélienne, avec un livre fondateur, toujours pas traduit en français, qui s'appelle, et qui date de 1987 pourtant, The Birth of the Palestinian Refugee Problem. C'est lui d'ailleurs qui a inventé l'expression nouvelle histoire. Aucun de leurs ouvrages, je dis bien aucun, les premiers, je l'ai dit, datés de 1987, n'avaient été traduits en français jusqu'à la fin du XXe siècle. C'est pourquoi en 1998, avec mon confrère et ami israélien Joseph Al-Ghazi, nous avons écrit un livre de synthèse de leurs travaux, actualisé depuis sous le titre « Comment Israël expulsa les Palestiniens 1947-1949 ». Et je dois dire que dans notre métier, on n'a pas beaucoup de sources de fierté. J'en ai une, en l'occurrence, c'est que l'écho de ce livre, écrit avec Joseph Al-Ghazi, a stimulé les désirs de publication d'un certain nombre d'éditeurs français, si bien qu'aujourd'hui, il y a plus d'une dizaine de livres de Benny Morris, Ilan Papé, Tom Segef et Avi Shlaim qui ont été traduits en français. Ce retard de traduction n'aide pas à comprendre comment cette école de la nouvelle histoire israélienne s'est développée avant d'être étouffée en Israël par la droite au pouvoir, d'abord par Ariel Sharon, lorsqu'il revient aux affaires en 2001, et surtout depuis que Benjamin Netanyahou dirige le gouvernement israélien
à partir de 2009. En réalité, pour comprendre la nouvelle histoire israélienne, il faut savoir que deux phénomènes se sont conjugués. Le premier, c'est la loi israélienne, qui est d'ailleurs, il faut le dire, beaucoup plus démocratique que la loi française, même si la loi française a encore bien des progrès à faire. Les archives en Israël commencent à s'ouvrir 30 ans après les événements. Et donc les chercheurs ont puisé dans les archives ouvertes à partir de 1978 sur la guerre de 48 l'essentiel de leurs sources. Le second événement, ou groupe d'événements, c'est le contexte de la guerre du Liban de 1982 et de la première intifada qui commence fin 87. Bref, les nouveaux historiens mettent à nu l'origine du problème palestinien alors même qu'il revient au premier plan de l'actualité. Inutile de dire que, surtout en improvisant, on ne peut pas synthétiser en quelques minutes des années de recherche théorique, ce serait une gageure impossible. Disons, pour simplifier, sans schématiser, que les nouveaux historiens ébranlent en particulier 3 mythes de l'historiographie traditionnelle. Le premier mythe, c'est l'idée qu'une menace mortelle aurait pesé sur Israël à l'époque. Comme l'écrit Benny Morris dans un de ses livres, je le cite, « La carte qui montre un minuscule Israël et un environnement arabe géant ne reflétait pas, et jusqu'ici ne reflète toujours pas, avec exactitude le véritable rapport des forces militaires dans la région. Contrairement à l'image d'un frêle État juif à peine né et déjà confronté aux redoutables armées d'un monde arabe puissant, les nouveaux historiens démontrent, archives à l'appui, la supériorité croissante des forces israéliennes en effectifs, en armement, en entraînement, en coordination, en motivation, à la seule exception peut-être de la courte période qui va du 15 mai, entrée des régiments arabes en Palestine, au 11 juin 1948, début de la première trêve. Je ne rentre pas dans les détails de la guerre. À quoi s'ajoute ce qu'on ne voit pas par définition sur une carte? Si Philippe Rekasevitz était avec nous, il le démontrerait avec plaisir. On ne voit pas sur la carte le fait qu'Israël bénéficiait de l'appui politique des États-Unis, en tout cas de leur présidence, et du soutien diplomatique, militaire et démographique de l'Union soviétique. C'est un point relativement peu connu, mais je signale que même lorsque, en URSS, la répression va s'abattre sur les Juifs soviétiques, à partir de 1948-49, le Kremlin va continuer, tout en réprimant les Juifs soviétiques, à livrer des armes en grande quantité et à faire venir des hommes en grande quantité et du côté des forces juives et non pas des forces arabes. Dernier élément décisif du rapport de force, étudié par Avi Shlaim dans un livre qui s'appelle Collusion Across the Jordan, collusion au-dessus du Jourdain, c'est l'accord passé le 17 novembre 1947, donc 12 jours avant le plan de partage de l'ONU, par le roi, ou à l'époque l'émir Abdallah, de Transjordanie, avec Golda Meir. Cet accord est une garantie stratégique phénoménale pour Israël, puisque l'émir de Transjordanie, dont la Légion arabe était à peu près la seule armée arabe digne de ce nom à l'époque, s'engageait, même s'il participait à une guerre contre Israël, à ne jamais pénétrer dans le territoire israélien. Et c'est ainsi que les choses se sont faites. La seule bataille à laquelle la Légion arabe ait participé, c'est celle de Jérusalem, mais Jérusalem n'était pas compris dans l'accord entre les deux forces. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez de la fin de la guerre de
48, des accords de 1949, c'est exactement ce schéma-là, le schéma conclu par l'émir Abdallah avec Golda Meir, qui s'est substitué au plan de partage de l'ONU, puisque la Jordanie, je l'ai dit, a occupé et annexé la partie arabe de la Palestine, moins les zones conquises par Israël et la bande de Gaza occupée par l'Égypte. Deuxième mythe, réduit à mon avis quasiment à néant par les nouveaux historiens, c'est la volonté de paix qu'aurait manifesté Israël au lendemain de la guerre de 47-49. Il y a à l'époque, je ne rentre pas dans les détails, une commission de conciliation sur la Palestine, formée par l'ONU, qui organise à Lausanne une conférence de paix. Cette conférence de Lausanne a été étudiée là aussi par Avi Schleim, dans le livre que j'ai cité, et par Ilan Pappé dans un livre qui s'appelle The Making of the Arab-Israeli Conflict, la fabrication du conflit israélo-arabe. En fait, les archives, j'avoue que quand je m'y suis plongé, j'étais souvent, page à page, stupéfait de ce que je lisais, montrent qu'Israël n'est venu à Lausanne que pour complaire aux Américains et aux Européens. Et à cette fin, c'est vrai, Israël signe avec ses voisins arabes, les Palestiniens sont absents de la conférence de Lausanne, un protocole qui réaffirme à la fois le plan de partage de l'ONU, que les États arabes avaient refusé, mais aussi le droit au retour des réfugiés. En fait, pourquoi ce protocole a-t-il été signé? Simplement parce que c'était la condition sine qua non pour que l'État d'Israël soit admis comme membre des Nations Unies. Le protocole est signé le 11 mai 1949, Israël est admis le 12. On peut difficilement avoir une coïncidence aussi flagrante. Mais Israël va aussitôt renier sa signature. Voilà un texte écrit par Walter Eitan, qui est co-directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères, et qui écrit, écoutez bien, parce qu'on peut difficilement, pour un diplomate, je parle devant Yehuda Damessuzière, qui pourra juger si j'ai raison, être aussi cash. Voilà ce qu'écrit Walter Eitan. Mon principal objectif était de commencer à saper le protocole du 12 mai que nous avions été contraints de signer dans le cadre de notre bataille pour être admis aux Nations Unies. Et de fait, Lausanne finit dans l'impasse, et Eliaou Sassoun, qui était lui directeur de la délégation israélienne, va confier, je cite, « Le facteur qui bloque, c'est aujourd'hui Israël », c'est le directeur de la délégation israélienne, hein, on est bien d'accord. Par sa position et ses demandes actuelles, Israël rend la seconde partie de la Palestine, la partie arabe, inutilisable pour tout projet, sauf un, son annexion par un des États voisins, en l'occurrence la Transjordanie. Mais, comme vous vous en doutez, et là on entre dans le vif du sujet, le mythe le plus sérieusement ébranlé par les nouveaux historiens israéliens concerne l'exode des Palestiniens. Benny Morris y a consacré son premier livre, The Birth of the Palestinian Refugee Problem, mais sur le fond, excusez ce terme français, il s'en tient à une thèse centriste. François Bayrou n'a rien à voir dans cette affaire, hein, je le précise. Pourquoi dis-je centriste? Parce que, voilà ce que dit Benny Morris, le problème palestinien, c'est ce qu'il assure, est né de la guerre et non d'une intention juive ou arabe. Le problème, c'est que quand on lit son livre, il accumule les preuves des erreurs commises par les historiens israéliens avant lui. Non, les archives ne contiennent pas, écrit-il, de preuves attestant que les États arabes et le Haut Comité arabe palestinien
souhaitaient un exode de masse ou qu'ils aient publié une directive ou des appels invitant les Palestiniens à fuir. Oui, les fameuses exhortations des radios arabes au départ des Palestiniens sont une invention pure et simple, comme le prouve leur programme intégralement enregistré par la BBC. On a tous les programmes. Oui, l'expulsion des Palestiniens commence non pas lorsque les régiments arabes interviennent le 15 mai 1948, mais dès la fin 1947, après l'adoption du plan de partage. Benny Morris a trouvé dans les archives le premier bilan de l'expulsion dressé par des experts, les services de renseignement de la Haganah, l'armée juive officieuse avant que la Tzahal ne soit créée. Et ces services de renseignement évaluent à 391 000 le nombre de Palestiniens partis avant la déclaration d'indépendance d'Israël. Donc plus de la moitié sont partis avant la guerre, proprement dite. Et ce document est encore plus intéressant puisqu'il estime les causes des départs. Plus de 73% des départs, à l'époque, ont été, dit le document, directement provoqués par les forces juives. 22% sont liés aux peurs, au manque de confiance dans la société palestinienne arabe. Et seuls 5% ont suivi des appels arabes locaux à la fuite. Oui, Benny Morris discerne dans le plan Dalet, le plan D, si vous voulez, en hébreu, qui est appliqué à partir de la fin mars 1948, donc là aussi avant la déclaration d'indépendance, une indiscutable, écrit-il, dimension d'expulsion. Je vous donne la citation, elle est un peu compliquée, mais elle montre bien le style de ces nouveaux historiens israéliens. C'est un style quand même assez précis. Son essence, l'essence du plan Dalet, était de chasser toutes les forces hostiles ou potentiellement hostiles de l'intérieur du futur État juif, d'établir une continuité territoriale entre les principales concentrations de population juive et d'assurer la sécurité des futures frontières avant l'invasion arabe attendue. Et Benny Morris ajoute, comme les irréguliers arabes, c'est-à-dire les partisans, les résistants, étaient basés et cantonnés dans les villages, et comme les milices de nombreux villages participaient aux hostilités contre la communauté juive, la Haganah considérait la plupart des villages comme activement ou potentiellement hostiles. Le plan Dalet représentait donc, je cite toujours Benny Morris, un ancrage stratégico-idéologique pour l'expulsion par les commandants de front, de districts et de brigades auxquels il donnait, phrase importante, post facto, une couverture formelle et convaincante pour expliquer leurs actions. Oui, à partir de la reprise des combats, après la première trêve, en juillet 1948, la volonté de généraliser l'épuration ethnique ne fait plus le moindre doute. Le symbole, c'est l'opération de Lydda et de Ramleh, le 12 juillet 1948. Elle est opérée par Yigal Allon, qui sera un ministre important, et par un homme beaucoup plus connu, Yitzhak Rabin, qui l'a raconté ce que je vais vous dire dans ses mémoires, mais pas en hébreu, en anglais. Pourquoi? Parce qu'il raconte que David Ben-Gourion, le premier Premier ministre d'Israël, leur a dit « expulsez-les ». Et il a appuyé cette affirmation du geste de l'expulsion. 70 000 civils expulsés en 2 jours, presque 10% du total de l'expulsion. Et peu après, on retrouve David Ben-Gourion à Nazareth, qui découvre la population arabe restée sur place et qui dit « Mais qu'est-ce qu'ils font là?
Et on sait après, on a su, que le général qui était chargé du front de Nazareth pensait, pourquoi je ne sais pas, que comme les Arabes de Nazareth étaient chrétiens, on ne pouvait pas les expulser. Oui, Benny Morris insiste sur ce qu'il appelle, c'est pas moi qui le dis, c'est lui dans le texte, le facteur atrocité. Loin de représenter une bavure extrémiste, le massacre de Der Yassin a été précédé et suivi de plusieurs dizaines d'autres commis par l'Irgun et le groupe Stern, des groupes qu'on appelle sionistes révisionnistes, mais aussi par la Haganah, l'armée officielle juive, et ensuite par Tzahal. Oui, tout cela, c'est des citations du livre de Benny Morris. C'est un comité du transfert, c'était son nom, qui coordonnait les opérations. Ce qui est intéressant, c'est qu'il était dirigé par un certain Yosef Weitz, qui, dans son journal 8 ans auparavant, avait écrit, on ne peut plus clairement, je cite, « Il doit être clair qu'il n'y a pas de place pour deux peuples dans ce pays, et la seule solution, c'est la terre d'Israël sans Arabes. Il n'y a pas d'autre moyen que de transférer les Arabes d'ici vers les pays voisins. » Oui, Ben Gourion défend lui aussi depuis longtemps l'idée de transfert. C'est la même raison qui l'a poussé en 1937, 11 ans après les événements dont nous parlons, à proposer au mouvement sioniste d'accepter le premier plan de partage de la commission Peel, qui prévoyait non seulement deux États, mais le transfert de nombreux Arabes de l'État juif vers l'État arabe. Oui, ces Palestiniens qu'il expulse, Israël fait aussi main basse sur leurs biens. L'été 48, montre Maurice, voit se généraliser la politique de destruction des villages arabes, puis, de plus en plus, leur simple restructuration pour accueillir les nouveaux immigrants juifs. La loi sur les propriétés abandonnées légalise en décembre 1948 la confiscation des biens de tout Palestinien absent. Absent, ça peut vouloir dire qu'il est à 5 km, mais il est absent. Donc, ces biens lui sont spoliés. Bref, je m'arrête là, je pourrais développer encore. Benny Morris documente de manière assez rigoureuse les responsabilités du Premier ministre et il dit, je le cite, « Ben Gourion voulait clairement que le moins d'Arabes possible demeurent dans l'État juif. Il espérait les voir partir. Il l'a dit à ses collègues et assistants, mais Ben Gourion s'est toujours abstenu d'émettre des ordres d'expulsion clairs ou écrits. Il préférait que ses généraux comprennent, entre guillemets, ce qu'il souhaitait les voir faire. Il entendait éviter d'être rabaissé dans l'histoire au rang de grand expulseur et ne voulait pas que le gouvernement israélien soit impliqué dans une politique moralement discutable. » Et pourtant, malgré tout ce que je viens de vous dire, Benny Morris nie à l'époque toute forme de préméditation de l'expulsion. Je précise à l'époque parce que 17 ans plus tard, en 2004, Benny Morris a fini par soutenir Ariel Sharon et sa répression de la seconde intifada. Et à cette occasion, il a donné une interview retentissante au quotidien Haaretz, dans lequel il a reconnu le caractère planifié et même indispensable de cette épuration. Je le cite parce que c'est presque incroyable à lire. Dans certaines conditions, une expulsion n'est pas un crime de guerre. Je ne pense pas que les expulsions de 48 étaient des crimes de guerre. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et Maurice poursuit, un État juif n'aurait pas donc pu être créé sans déraciner 700 000 Palestiniens. Il était donc nécessaire de les déraciner
il n'y avait pas d'autre choix que d'expulser cette population. Cette dérive politique du citoyen Benny Morris, qui était à l'origine un homme de gauche, du camp de la paix, comme on disait, n'a pas entraîné une dérive historique, comme vous l'aurez noté, puisque Benny Morris, dans la nouvelle édition de son livre essentiel, écrit « De nouveaux documents ont révélé des atrocités dont je n'avais pas eu connaissance à l'époque où j'écrivais mon livre. Bref, c'est toujours lui qui parle, une partie encore plus importante de cet exode a été déclenchée par des actes et des ordres d'expulsion explicites provenant de troupes israéliennes, bien davantage que cela n'était indiqué dans la première édition de mon livre. » Alors il y a un autre historien, je l'ai mentionné tout à l'heure, qui lui n'a pas entendu 2004 pour caractériser la Nakba, la catastrophe, comme une épuration ethnique. Il explique pourquoi les nouveaux historiens n'ont pas été au bout de leur démarche. C'est très intéressant, en tout cas pour les historiens, j'espère que ça vous intéressera aussi. La démarche des nouveaux historiens de l'époque, explique Ilan Pappé, avait une limite majeure, le fait de s'appuyer exclusivement sur les archives, considérées comme l'expression d'une vérité absolue, les a conduits à une appréhension déformée de la réalité sur le terrain. S'ils s'étaient tournés, explique Pappé, vers l'histoire orale, et notamment arabe, ils auraient pu mieux saisir la planification systématique derrière l'expulsion des Palestiniens en 1948 et fournir une description plus véridique de l'énormité de cette éviction. D'où l'objectif que Pappé assigne à son livre majeur, que je vous conseille puisqu'il a été traduit en français, le nettoyage ethnique de la Palestine. Je rends d'ailleurs hommage à Henri Trubert, qui était à l'époque un des principaux éditeurs de Fayard, pour avoir publié ce livre en français et sous ce titre. Courage. Donc l'objectif de ce livre, c'est de défendre le paradigme du nettoyage ethnique et de le substituer à celui de guerre. Le récit du livre s'ouvre sur la Maison Rouge, qui est un très bel immeuble Bauhaus de Tel Aviv, qui était devenu en 1947 le quartier général de la Haganah. Le 10 mars 1948, 11 hommes apportent, je cite Pappé, la touche finale à un plan de nettoyage ethnique de la Palestine. Le soir même, des ordres militaires sont diffusés aux unités sur le terrain afin qu'elles préparent l'expulsion systématique des Palestiniens de vastes zones du pays. Ces ordres, je cite toujours Pappé, comprenaient une description détaillée des méthodes à employer pour chasser les gens par la force. 6 mois après, je cite encore Pappé, plus de la moitié de la population autochtone de la Palestine, soit près de 800 000 personnes, avait été déracinée, 531 villages détruits et 11 villes vidées de leurs habitants. Pour Pappé, ce plan du 10 mars, et par-dessus tout sa mise en œuvre systématique dans les mois qui suivent, constitue donc un cas évident d'opération de nettoyage ethnique, lequel est désormais considéré par la loi internationale comme un crime contre l'humanité. Je ne vais évidemment pas vous résumer ici ce livre, je ne vais citer qu'un fait, un seul parmi des dizaines et des dizaines, parce qu'à mon avis, il taille en pièces la thèse d'une expulsion non planifiée. C'est la constitution, dès avant la Seconde Guerre mondiale, d'un fichier de tous les villages arabes. Je vous passe le détail de sa constitution. Pappé écrit « L'actualisation définitive des dossiers des villages se déroula en 1947.
elle se focalisa sur la constitution de listes de personnes recherchées dans chaque village. En 1948, les troupes juives utilisèrent ces listes pour les opérations de recherche et d'arrestation qu'elles conduisaient dès qu'elles occupaient une localité. Les hommes, c'est toujours Papet qui écrit, étaient alignés et ceux qui figuraient sur les listes étaient identifiés, souvent par la même personne, ce qu'on appelle un collabo chez nous, qui avait fourni les informations à leur sujet auparavant. En général, la tête recouverte d'un sac avec 2 trous pour les yeux afin de ne pas être reconnus. Les hommes ainsi choisis étaient souvent abattus sur le champ. Lorsqu'il écrit ces lignes, Ilan Papet a quitté Israël pour le Royaume-Uni et l'université de Haïfa, où il enseignait depuis plus de 23 ans, pour celle d'Exeter. À l'origine de son exil, et je vais conclure là-dessus, la chasse aux sorcières dont il a été victime à propos d'un des 70 massacres de cette guerre, le massacre de Tantoura. Tantoura, c'est un petit village portuaire de quelques 1600 habitants arabes à l'époque, au sud de Haïfa. Il est attaqué dans la nuit du 22 au 23 mai 1948, donc une semaine après la déclaration d'indépendance d'Israël, par la brigade Alexandroni du Palmar. Le Palmar, c'était les brigades d'assaut qui, politiquement, étaient plutôt très à gauche dans le mouvement sioniste. Après de brefs combats, très brefs, les soldats assassinent entre 200 et 250 Palestiniens désarmés et expulsent les autres vers le village voisin de Fouredis, dont des ouvriers devront venir à Tantoura pour enterrer les cadavres à côté de la plage. Les fosses se trouvent encore aujourd'hui sous l'actuel parking du kibbutz qui a été construit sur les ruines de la bourgade rasée. Un demi-siècle après le drame, donc en 1998, un étudiant, Théodore Katz, soutient à l'université de Haïfa une thèse de maîtrise qui obtient la note exceptionnelle de 97%. Il faut dire que ce quinquagénaire, c'est un étudiant déjà mûr, qui est membre d'un kibbutz, Magal, lui aussi construit sur les ruines d'un village arabe, avait passé 2 ans à recueillir 135 témoignages oraux sur les événements, pour moitié des témoignages juifs, pour moitié des témoignages arabes. Au total, plus de 140 heures d'enregistrement. Ces témoignages sont bien sûr contradictoires. Certaines nient qu'il y a eu massacre, d'autres affirment qu'il y a eu massacre, mais il est clair en tout cas que des soldats, je ne dis pas les soldats, des soldats juifs ont bien perpétré dans le village qu'ils ont pris une véritable tuerie. La thèse de Théodore Katz ne mentionne d'ailleurs pas le mot massacre. Il l'évite. Le scandale éclate le 21 janvier 2000, et comme la vérité se fait son chemin lentement, parce que le quotidien Maariv publie un article fondé sur les travaux de Katz. Des anciens de la brigade Alexandroni poursuivent alors l'étudiant en diffamation, en l'accusant d'avoir utilisé des citations erronées. Le procès s'ouvre en décembre. Non seulement la juge n'appelle aucun témoin à la barre, ni palestinien, ni juif, mais elle refuse que le tribunal examine les enregistrements réalisés par l'étudiant Katz pour vérifier avec ceux qui ont été enregistrés ce qui est vrai ou ce qui est faux dans les témoignages tels qu'ils ont été retranscrits. On n'en saura jamais plus parce que l'affaire tourne court lors d'une réunion nocturne, presque à minuit,
En l'absence de son avocat, un grand avocat, Victor Feldman, Katz finit par signer une rétractation en disant qu'il ne s'est pas agi d'un massacre. Le lendemain matin, il a la gueule de bois, si on peut dire, il est pris de remords et il demande au tribunal de revenir sur ce document qu'il a signé, cette rétractation, et de le laisser poursuivre sa défense contre la prétendue diffamation. Hélas, la juge refuse. Et son refus est validé, comme quoi l'affaire de la Cour suprême est une affaire complexe, encore aujourd'hui. Ce refus est validé par la Cour suprême. Et donc, l'université de Haïfa, obéissante, suspend la thèse de Katz et lui demande de la réécrire. Il la réécrit, et au moment de sa soutenance définitive, un comité anonyme, ce qui est complètement illégal selon les règles de l'université en général et de Haïfa en particulier, lui donne une note à laquelle il manque juste un point pour qu'il puisse avoir son diplôme. Le scandale de Tantoura comporte en fait une double leçon. Il témoigne d'abord des efforts et de la réussite de l'État d'Israël et de ses universités après 20 ans de défensive face à la percée de la nouvelle histoire israélienne pour passer à l'offensive et étouffer les voix dissidentes. Cette contre-offensive commence, je le répète, avec l'arrivée d'Ariel Sharon au pouvoir en 2001 et elle redouble avec celle de Netanyahou en 2009. En quelques années, la doxa des anciens historiens israéliens a repris ses droits dans l'enseignement comme dans la plupart des médias. Mais la réalisation en 2021 par un documentariste israélien, Alon Schwartz, d'un remarquable documentaire qui s'appelle Tantoura, que vous pouvez voir dans beaucoup de salles de France, car quelqu'un a pris en charge personnellement sa diffusion. On en a fait une diffusion de l'IREMO il y a quelques jours à Paris, au 3 Luxembourg. Le succès de Tantoura, l'existence même de ce documentaire, permet d'espérer une seconde leçon de Tantoura. C'est que l'étouffement de l'histoire, avec tous les moyens d'un État, n'empêche jamais la vérité de faire son chemin, aussi tortueux et long qu'il puisse être. Merci de votre attention. Merci beaucoup Dominique pour cette belle leçon d'histoire. Alors tu nous as déjà un peu parlé de ça, mais est-ce que tu peux nous en dire plus quand même sur la réception en Israël et dans le monde des travaux de ces nouveaux historiens? C'est-à-dire que est-ce qu'ils sont, en tant que scientifiques, parce que ce sont des scientifiques, écoutés et respectés, ou est-ce qu'ils sont disqualifiés, voire pire? Et deuxième sous-question dans ma première question, est-ce que ces historiens ont réussi à pénétrer le débat public avec leur thèse, ou bien est-ce que ce débat reste cantonné dans la sphère académique? On va distinguer, si tu veux bien, Joanne, Israël et le reste du monde. En Israël, il faut dire que la percée des nouveaux historiens a très vite débordé et très largement le débat purement universitaire. D'abord, leurs thèses sont devenues, on peut dire, pendant plusieurs années majoritaires dans les départements d'histoire des universités israéliennes, y compris à Haïfa. Deuxièmement, certains médias, pas tous, certains, en particulier le quotidien Haaretz, que je ne sais pas pourquoi en France on considère comme un journal gauchiste. Ce n'est pas du tout le cas. Haaretz, c'est Le Monde. Donc c'est un journal
qui fait son boulot, un journal sérieux, un journal qui parfois est courageux, parfois l'est moins, comme Le Monde. Je ne juge pas, je constate, surtout sur le sujet dont nous parlons. Mais Arès, quand il adopte, et il les adopte très largement, les thèses des nouveaux historiens, il leur donne évidemment non seulement un écho, mais une légitimité qui dépasse les milieux spécialisés. C'est si vrai qu'il y a deux événements avant l'arrivée du général Sharon au pouvoir, donc en 99-2000, qui prouvent cet écho. Le premier événement, c'est très important, l'écriture d'un nouveau manuel d'histoire qui intègre partiellement les thèses des nouveaux historiens. En tout cas, qui les cite et qui reprend, qui ne leur donne pas raison ni tort, mais qui les intègre. Il faut savoir que la première décision du gouvernement Sharon, la première, en 2001, c'est de liquider ce manuel. Ce manuel est un manuel d'un homme qui a coordonné le travail, qui s'appelait Naveh, N-A-V-E-H. C'est un manuel à destination de qui? À destination des élèves. De quel niveau? Du lycée. D'accord. Du lycée. Non, c'était vraiment un sujet de préoccupation extrême pour, disons, la droite sioniste, pour aller vite, ou la droite israélienne, comme on veut l'appeler, peu importe. Deuxième événement, il y a pour l'anniversaire d'Israël, donc en 98, pour le 50e anniversaire, une série télévisée dont plusieurs épisodes, une série d'une cinquantaine d'épisodes, qui dure donc, c'est plus long que Brigitte Bardot, nettement. 50 épisodes, et dans ces 50 épisodes, il y a 3 épisodes de mémoire qui portent sur la Nakba et qui montrent des images qu'on n'avait jamais vues en Israël. D'ailleurs, à moi, on m'avait dit, quand je les avais cherchées, qu'elles n'existaient pas, des images et des films, où on voit les gens chassés, avec les tapis ou les meubles sur les épaules ou dans les charrettes, et puis on voit les soldats derrière, avec les mitraillettes qui les poussent vers la sortie. Bon, c'est évidemment ça, une série que, je ne dirais pas tous les Israéliens, mais la plupart des Israéliens ont vu. Donc il y a eu vraiment une période de percée. Et puis cette période, malheureusement, elle se referme avec l'arrivée de Sharon et ensuite de Netanyahou, où tout est mis en œuvre, d'une part pour supprimer le manuel blasphématoire, et puis surtout pour faire la chasse aux nouveaux historiens dans les différentes universités. Alors, selon les universités, il y en a où la chasse est plus ou moins réussie. On ne peut pas dire qu'il y ait dans toutes les universités une doxa, disons, antérieure à la nouvelle histoire. Il y a encore, ici ou là, des nouveaux historiens qui enseignent, mais souvent, ils ont mis beaucoup d'eau dans leur vin pour continuer. Je vais vous donner un exemple du type de chantage qui pouvait s'exercer. Ce n'est pas seulement l'État. L'université dite du désert, l'université de Beersheba, une université importante, elle a une particularité, c'est qu'elle s'appelle Ben Gurion. Université Ben Gurion de Beersheba. Donc les héritiers de Ben Gurion ont écrit au recteur de l'université du désert pour lui dire, voilà, vous choisissez, ou bien vous chassez les nouveaux historiens qui sévissent dans vos murs, et nous vous autorisons à garder le nom de notre ancêtre, ou bien vous les gardez, mais nous vous interdisons d'utiliser le nom de notre ancêtre. C'est un exemple de type de pression qui ont pu être utilisées. Je m'arrête là pour Israël. Pour l'étranger,
on va dire que c'est surtout dans les pays anglo-saxons que les nouveaux historiens non seulement se sont fait connaître, mais ont eu une reconnaissance de légitimité très largement majoritaire. D'abord pour une première raison, qui n'est pas sans intérêt, c'est que tous les livres de ces historiens sont en anglais, pas en hébreu. Depuis, il y a eu des livres en hébreu, évidemment, mais le corpus, disons, d'une dizaine de livres importants était à l'origine en anglais et publié par des éditeurs anglo-saxons, c'est-à-dire en général des maisons d'édition qui rayonnent à la fois sur les États-Unis et sur le Royaume-Uni. Moi, je ne connais pas, hors d'Israël, de réfutation, disons, sérieuse et cohérente, répondant aux exigences historiques minimales des thèses des nouveaux historiens. Il y a des variations, il y a des nuances, on est dans le plus ou moins planifié, en fait c'est ça le débat. Hein. Personne ne dit plus qu'il n'y a pas eu d'expulsion, ni qu'elle ait été seulement de 500 000 personnes. Mais on discute, est-ce que c'était voulu ou non. Disons que globalement, dans le monde universitaire anglo-saxon, les nouveaux historiens ont gagné. Dans le monde, dans le reste du monde universitaire, c'est beaucoup plus compliqué. En France, je l'ai dit, il a fallu des années et des années, et le fait que je publie avec Joseph Algazi un livre qui incite, disons, les éditeurs à publier à leur tour des livres, je ne mets pas là de mauvaise foi ou de bonne foi, hein, c'est souvent qu'ils ne connaissaient pas, je veux dire. Hein. Il s'est produit la même chose, j'ai fait un livre de synthèse des jeunes historiens allemands de leurs travaux sur la Shoah. Bon, ben, il a fallu que ce livre paraisse pour que les éditeurs français traduisent des livres d'historiens allemands, parce que tout bêtement, on parle peu allemand en France et qu'ils ne les connaissaient pas. Quand ils ont vu que c'était intéressant, et on a aujourd'hui une quinzaine de livres d'historiens allemands. Donc je ne compare pas évidemment les phénomènes, mais juste la manière dont fonctionne l'édition. Mais c'est vrai qu'en France, comme toujours, on a des intellectuels, juifs ou non d'ailleurs, hein, qui sont plus israéliens que les Israéliens. Quoi. Il y a une espèce de surenchère. Donc on peut lire, pour en citer un, Georges Bensoussan par exemple, est toujours plus israélien. Il n'y a pas un seul historien israélien qui oserait écrire ce qu'écrit Georges Bensoussan, parce qu'en Israël, on évite quand même de tomber dans le ridicule qui consiste à une contestation factuelle de faits établis par les archives israéliennes. Et encore, on ne connaît pas toutes les archives. Hein. On sait aujourd'hui, dans le film Tantura, que vraiment je vous conseille, parce qu'il est en plus magnifiquement réalisé, c'est un rythme haletant, témoignages, d'images, d'époque, d'aujourd'hui, etc. On voit un jeune historien, parce qu'il n'y a pas que des historiens de mon âge, il y en a beaucoup plus jeunes, qui a trouvé la nomenclature établie par la direction des archives israéliennes des noms ou des thèmes qui ne sont pas déclassifiables. Alors quand on lit la liste des noms qui ne doivent pas être figurer dans un livre déclassifié ou dans un document déclassifié, ça en fait énormément. C'est-à-dire, on ne peut quasiment pas parler de massacre, de vol, de spoliation, de viol, évidemment, etc., etc. Donc, je veux dire, on est quand même dans un phénomène, les archives sont même censurées, suffisamment parlantes pour que... Voilà. Alors, la question de la non-déclassification des archives, parce que finalement les nouveaux historiens s'appuient sur des archives qui ont été déclassifiées, qui étaient des archives de 48, qui ont été déclassifiées donc 20 ans après, c'est bien ce que tu me disais. Est-ce que du coup la loi a changé? C'est-à-dire que par exemple ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle en Israël et en Palestine, est-ce que ça signifie que dans 20 ans ces archives ne seront pas déclassifiées? Non, non, la loi n'a pas changé. Au bout de 30 ans, les archives sont déclassifiées, mais l'État se réserve le droit, plus ou moins légal, de ne pas déclassifier une partie.
En France, c'est pareil. Hein. Rwanda, même guerre d'Algérie, on a encore des éléments. On est encore en France dans une bataille, mais pas pour 30 ans. On est en France dans une bataille pour beaucoup plus de décennies. Donc non, on peut dire que la loi israélienne est une des plus démocratiques qui soit en matière d'archives, et que la pratique gouvernementale, selon les gouvernements, consiste à censurer plus ou moins ce qu'on rend public. Mais voilà, la tradition israélienne, il n'y a pas que les Israéliens, c'est qu'on écrit beaucoup. Donc en 1948, n'importe quel responsable de bataillon disait on est arrivé, on a rassemblé les hommes, on a pris les plus jeunes, on les a mis devant le puits, on les a tués, ils sont tombés dans le puits. Enfin, c'est écrit. Voilà. Donc ça empêche, je dirais, un retour en arrière irréversible. Non. Il peut y avoir retour en arrière, mais le matériau est déjà tellement énorme que je ne pense pas qu'on puisse craindre. On en saura plutôt plus dans 10 ans ou dans 20 ans qu'on en sait aujourd'hui. Donc le travail des nouveaux historiens n'est pas encore achevé. Il y a encore non. Il y a encore des choses loin de là, à découvrir. Et les historiens palestiniens et arabes dans tout ça, qu'est-ce qu'ils ont à dire et à apporter au débat sur le sujet? Déjà, quel est leur accès aux sources? Quelles sources utilisent-ils, si tu le sais? Est-ce qu'elles sont différentes du coup de celles des historiens israéliens? Est-ce qu'il y a des liens ou des recherches communes qui sont menées entre le courant des nouveaux historiens israéliens et des historiens palestiniens? Bon, les historiens palestiniens et arabes en général, c'est difficile de faire la différence, hein, parce qu'il y a beaucoup d'historiens palestiniens, mais il y a aussi beaucoup d'historiens arabes. Ils ont eux aussi leurs limites. Évidemment qu'ils ont fait un travail, notamment de recueil de témoignages oraux, ça c'est leur grande supériorité, qui sont à prendre avec des pincettes, comme tout témoignage oral. Hein. Je ne fais pas l'apologie des témoignages oraux contre les archives. Je partage personnellement, comme historien j'entends, l'idée que ce qui est décisif à un moment donné, ce sont les documents écrits. Ça, on n'en sortira jamais. Le jour où on en sortira, on sera loin de l'histoire. J'ai d'ailleurs personnellement, on en parle souvent avec mon épouse, une frayeur à l'idée de la place qu'a pris le numérique dans nos vies. Parce qu'évidemment qu'il y a des documents numériques, sauf que, comme vous savez, au bout d'un certain nombre d'années, ils s'effacent. C'est un énorme problème. Un jour, j'ai eu affaire à Manière de voir pour le monde diplomatique, la revue trimestrielle, et j'ai demandé à l'ouvrier du livre s'il pouvait me sortir tel et tel article, et il est tombé sur un disque qui était effacé. Il n'y avait plus rien. Donc, une série d'articles avait disparu. Donc il y a ça, mais deuxièmement, il y a surtout qu'on n'écrit plus. Moi, quand j'étais ado, j'écrivais. À mes copines, à mon papa, à ma maman, voilà, on écrivait. Aujourd'hui, on fait des mails, on les jette. Que se passera-t-il dans 30 ans, dans 40 ans des témoignages oraux écrits. Donc, il y a un vrai problème qui est une richesse de l'historiographie arabe et palestinienne, mais qui est aussi une faiblesse parce que plus le temps passe et plus les gens réécrivent leur histoire. Vous connaissez l'histoire on se met autour d'une table et chacun chuchote à l'oreille du voisin quelque chose, et quand on arrive au bout de la table, l'histoire a beaucoup changé, quoi. Donc c'est un vrai problème. Deuxième problème, je cite les problèmes, étant clair que sur le fond de la question de l'expulsion, ce sont les historiens arabes et palestiniens qui ont fait le gros du boulot quand même, bien avant qu'on parle de nouvelle histoire israélienne. Deuxième problème, c'est que les archives des pays arabes, des États arabes, d'abord sont beaucoup moins accessibles que celles d'Israël, et deuxièmement sont dans un état souvent assez lamentable, et ont des intérêts à défendre. Parce qu'une partie de l'histoire que je ne vous ai pas racontée, parce que mon temps
était compté. Je savais que Johan me surveillait. Une partie de la vraie histoire de 48, c'est qu'il n'y a pas eu véritablement d'offensive arabe contre l'État d'Israël. En réalité, l'émir de Jordanie, Transjordanie, rêvait, comme il s'y était engagé, de ne pas intervenir en Israël en échange de l'annexion de Jérusalem-Est et du reste de ce qui resterait de la Cisjordanie. Et les autres contingents qui intervenaient, leur problème était beaucoup moins d'en finir avec le jeune État d'Israël, ce dont de toute façon ils n'avaient pas les rapports de force pour le faire, c'était d'empêcher l'émir Abdallah de mettre la main sur Jérusalem-Est. Et en fait, quand on regarde bien le récit, mais je ne vais pas le faire maintenant, ce serait trop long, de la guerre proprement dite israélo-arabe, on s'aperçoit qu'Israël a saucissonné le problème. Je sais bien que le saucisson n'est pas cachère, mais bon, voilà, admettons, a saucissonné le problème en s'attaquant à chaque contingent arabe séparément des autres. Parce qu'il n'y a jamais eu de plan général, global, cohérent d'intervention des armées arabes. Donc ils ont réglé le compte des uns, et puis ensuite le compte des autres, puis le compte des Égyptiens, puis je veux dire, la guerre est une guerre, à part, je l'ai dit, la première semaine où il y a quand même un moment d'inquiétude, évidemment, mais ensuite on fait l'affaire de chaque régiment arabe un par un. Vous imaginez bien que les archives des États arabes aujourd'hui se gardent bien de montrer cet aspect qui n'est pas très glorieux de la véritable guerre israélo-arabe de 48-49. Dernier point, et qui est évidemment un problème majeur, l'OLP avait des archives très importantes qui se trouvaient où? L'Organisation de libération de la Palestine. L'OLP, oui, bien sûr. Qui se trouvait à Beyrouth. Et une des choses que l'armée israélienne, au moment de l'invasion du Liban, a fait, parmi les premières choses, c'était de mettre la main sur les archives. Et depuis, on ne sait pas où c'est pas accessible en Israël, en tout cas j'ai essayé. Une partie a été restituée, mais la partie la moins intéressante. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a des faiblesses, il y a des trous, les archives arabes et palestiniennes sont un gruyère dans lequel il manque beaucoup d'éléments. Moi, je suis quand même frappé que un certain nombre de jeunes historiens palestiniens en particulier ont maintenant fait des travaux extrêmement précis à partir des archives auxquelles ils ont eu accès, y compris en Israël, mais aussi à partir de l'ensemble des témoignages oraux qui ont été récoltés. Donc il y a là aussi beaucoup de matériaux pour l'avenir. Et pas seulement sur 48. J'en profite pour dire un mot qui n'est pas directement en réponse à ta question. Souvent, on nous dit, mais pourquoi il y avait une telle disproportion de force entre les Palestiniens, j'entends, et les forces juives avant la naissance de l'État d'Israël. Alors, cette question est légitime, parce que c'est vrai qu'on avait d'un côté 50 000 hommes, et de l'autre côté quelques milliers. Hein. Ben, quand on fait ce raisonnement, on oublie une chose, c'est qu'entre 1936 et 1939, il y a eu une grande révolte armée palestinienne que les Britanniques ont essayé de régler avec le plan Peel, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. Et quand ils ont vu qu'ils ne réglaient pas, ils ont écrasé, mais pas écrasé seulement en termes militaires, c'est-à-dire, évidemment, il y a eu beaucoup de morts. On pense qu'il y a eu entre 10, 20, 30 000 morts. On n'a aucune idée du chiffre réel. Ils ont mis en œuvre plus de 80 000 hommes de l'armée britannique, 20 000 hommes de la Haganah, qu'on présente comme une armée officieuse ou clandestine, mais enfin là, elle n'était pas clandestine. Et donc, ça a été un massacre, mais pas seulement un massacre en termes d'hommes, mais aussi en termes d'élites. Les élites palestiniennes ont été écrasées pendant 3 ans.
Donc, quand la guerre civile, on peut dire, commence en 47, fin 47, il n'y a pas photo, quoi. On a d'un côté la Haganah telle qu'elle s'est constituée depuis l'avant-guerre, et on a en face des milices de village armées de pétoirs. Enfin, je veux dire, il y a les descriptions par les nouveaux historiens des forces en présence, des armements en présence, plus ce que les soviétiques vont envoyer via Prague de manière massive. On est dans quelque chose qui on peut même pas parler de rapport de force, je veux dire. On est vraiment devant. C'est pour ça que les régiments arabes interviennent, mais comme ils n'ont pas non plus de volonté de s'organiser, de se coordonner. Voilà. Merci beaucoup. Bah, écoutez, je propose qu'on ouvre les questions à la salle. Je vais allumer mon petit micro Coldestine qui m'énerve un peu, mais je vais l'allumer quand même, comme ça je libère ce micro. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, une question là-bas au fond. Prenez le micro parce que sinon on ne vous entendra pas. Oui, je voudrais vous poser juste une petite question. Si effectivement la planification de l'expulsion semble être avérée à travers les travaux de ces historiens, comment expliquez-vous la persistance de la Cisjordanie aujourd'hui? Et comment se fait-il que quand les armées israéliennes sont arrivées en 67, ils semblaient découvrir cette frontière-là et semblaient... Oui, parce que j'ai lu dans Menahem Begin était surpris que Jérusalem-Est n'était pas encore annexé à l'époque. Donc, ils se sont posés, comment expliquez-vous ces phénomènes? Et c'est les religieux qui, en fait, puis il y a les religieux qui étaient dans l'armée qui ont commencé à récupérer les petits monts, les terres par-ci par-là, telles qu'ils étaient l'opération comme elle est très bien décrite par Charles Anderlin, qui continue et qui apporte pas mal d'appui à cette thèse-là. Mais surtout, comment expliquez-vous la persistance de la Cisjordanie? Alors, la Cisjordanie, elle est, si vous voulez, ce qui est une ironie de l'histoire, hein, quand on examine la carte du plan de partage de l'ONU le 29 novembre 1947, c'est qu'en fait, tout est à l'envers par rapport à l'histoire de l'Antiquité. C'est-à-dire, les Juifs étaient surtout dans les collines, au nord et au sud de Jérusalem. Or là, l'État juif, tel qu'il est dessiné par l'ONU, il est surtout sur la côte. Donc il y a quelque chose qui, pour les sionistes qui revendiquent leur héritage de l'Antiquité pour justifier leur présence, par exemple en Cisjordanie, il y a quelque chose qui effectivement, il faut le constater, est une absurdité dans le plan de partage. Il y a une deuxième absurdité dans le plan de partage, c'est qu'il divise l'État arabe prévu en 3 morceaux. Il y a un morceau au nord, qui inclut Nazareth, et qui va presque jusqu'à Haïfa. C'est quand même une grosse partie de l'actuel État d'Israël. Il y a la bande de Gaza. Le plan de partage est plus généreux que la situation actuelle, puisque la bande de Gaza, elle s'étendait aussi, le territoire arabe, dans le Negev, sur une partie du Negev. Et puis, vous avez la Cisjordanie. On a du mal à penser que des diplomates conseillés par des géographes, on imagine, sérieux, aient pu penser un jour, réellement, qu'on pouvait faire un État avec 3 morceaux. D'ailleurs, dans les négociations qui ont eu lieu après Oslo, on a cherché s'il fallait mettre un pont, un tunnel, enfin on cherchait comment relier la bande de Gaza au moins à la Cisjordanie. Cela étant dit, je ne crois pas, sincèrement, je ne mets pas en doute par principe la parole de Menachem Begin ou d'autres dirigeants,
Mais je ne crois pas qu'un dirigeant sioniste à l'époque ait pu ignorer les frontières telles que l'ONU les avait proposées. Il pouvait s'y opposer, mais il ne pouvait pas les ignorer. Donc, en théorie, je le répète, la Cisjordanie, la vraie, hein, la grande, pas celle réduite après les combats, elle était prévue pour l'État arabe. Donc, je ne crois pas, je ne pense pas un instant que Begin ou qui que ce soit d'autre ait pu l'ignorer. Donc, il y a là-dedans beaucoup de propagande. Les livres de Begin, je veux dire, ce n'est pas des livres d'historiens quand même. C'est plutôt des livres de propagandistes. Il nous apprend des choses passionnantes. Hein. Les mémoires de Begin sont passionnantes. Par exemple, on apprend une chose qui vous étonnera peut-être, parce que quand on parle d'expulsion, évidemment, ça ne veut pas dire que derrière chaque Palestinien, il y avait un soldat israélien armé d'un fusil. Il y a des Palestiniens qui sont partis sans avoir un fusil dans le dos. Et quand on vient de tuer devant vous 10 jeunes Palestiniens dans un village, en principe, on ne reste pas, hein, on s'en va. C'est quand même une expulsion. Manu militari, quand même. Alors, Begin donne un élément absolument incroyable. Il y a donc le 9 avril 1948, ce massacre de Deir Yassin, qui a été longtemps surestimé, je le dis au passage. Hein. Ça aussi, les nouveaux historiens sont honnêtes. Hein. On avait annoncé 400 morts à Deir Yassin. Les nouveaux historiens ont fait leur travail, ont été chercher, ont été voir, et ils ont dit non, il y a eu 150 morts, au plus. C'est énorme pour l'époque. Enfin, c'est pas 400. Sauf que ce qu'on ne savait pas, et que Begin raconte dans ses mémoires, c'est que l'Irgun, l'organisation de Menachem Begin, celle créée par Jabotinsky dans les années 30, avait enregistré le massacre. En plus, les cris des gens qu'on massacrait. Et il y avait des voitures, comment on peut dire, pas des chars, mais des voitures blindées, disons, qui ont circulé dans toute la Palestine en diffusant les cris. Une expulsion, ça se fait aussi en terrorisant les gens, en leur faisant entendre d'autres victimes de massacres qui crient, et donc en leur suggérant que s'ils ne veulent pas connaître le même sort, il faut partir. Donc, Begin est utile pour l'histoire. Merci beaucoup. Une question au fond. Zoubida, Merci Zoubida de nous aider. Bonjour et merci pour cet exposé très détaillé et très instructif. Je voudrais revenir sur un point que je n'ai pas bien saisi, c'est l'admission de l'État d'Israël à l'ONU. Vous avez parlé d'une séquence, j'ai déjà oublié la séquence, où il y avait la signature d'un texte, et ensuite, pour l'adoption à l'ONU, et ensuite, on y revient. Est-ce qu'il n'y a pas eu de débat à l'ONU, à un moment donné, pour revenir sur l'admission de cet État qui n'a pas déposé de frontières, par exemple, et qui posait les problèmes que certains avaient évoqués? Est-ce qu'il y a eu un débat ensuite, juste après l'admission d'Israël à l'ONU? En fait, l'admission d'Israël à l'ONU a fait l'objet de débats féroces à l'époque. Parce que l'admission dont j'ai parlé, le 11 mai donc 1949, ça n'était pas la première tentative. Israël avait déjà posé sa candidature et cette candidature avait été rejetée. Donc quand vous regardez le texte, je ne vais pas sortir mon iPhone parce que je trouve ça obscène de sortir des iPhones, mais vous pourrez vérifier ce que je vous dis sans mal. Le texte de la résolution comporte des engagements précis que l'État d'Israël a pris au moment du vote, le 11 mai 1949, et notamment le fait de reconnaître et de respecter toutes les résolutions des Nations Unies, parmi lesquelles, et c'est précisé dans le texte, le plan de partage. Ça veut dire que quand
l'État d'Israël, à travers tel ou tel de ses représentants, dit nous n'avons jamais accepté d'eux, c'est pas vrai. Ils ont signé pour être membres de l'ONU. Deuxièmement, il y a dans les conditions posées la reconnaissance et le respect, alors ça va être un peu technique, mais voilà, de la résolution 194 du 11 décembre 1948, qui est la reconnaissance du droit au retour ou à compensation, ou et à compensation, des réfugiés palestiniens de la guerre. Ça a été signé. C'est-à-dire que je ne veux pas utiliser des mots désagréables, même envers Netanyahou, mais quand Netanyahou dit nous n'avons jamais reconnu le droit des retours des réfugiés, il ment. Voilà, il ment et c'est facile à démontrer. Donc on a là des décisions, une décision, admettre Israël à l'ONU, qui est prise sous condition. Chercher, c'est très rare. La plupart, il y a un ou deux cas autres, mais la plupart des États admis à l'ONU le sont escalité, point. Là, il y a vraiment, on sent la méfiance de l'ensemble de l'Assemblée. Alors à l'époque, ce n'est pas l'ONU de maintenant. Hein. Aujourd'hui, nous avons 193 membres à l'Organisation des Nations Unies, plus un membre observateur qui est la Palestine. À l'époque, il y avait de mémoire 52 ou 53 États. Donc, si vous voulez, tout ce qu'on a appelé pendant un certain temps le tiers-monde, le Sud, n'était pas présent. Ou quand il l'était sous forme de gens qui étaient là pour représenter le parrain de la grande puissance. Un des éléments très importants sur l'affaire des réfugiés, par exemple, c'est le fait que les soviétiques soutiennent Israël, même dans le refus du retour des réfugiés. Il y a en fin 49 ou début 50, j'ai un trou de mémoire, il faut vérifier, un plan américain de retour de 100 000 réfugiés. C'est les soviétiques qui opposent leur veto. Donc si vous voulez, dans toute cette période, je ne rentre pas dans le détail, il y a une grande méfiance, il y a des conditions posées, Israël n'en fait qu'à sa tête, mais soit les États-Unis, soit les Soviétiques font en sorte qu'on n'aille pas plus loin. Pour la suite de l'histoire, je vous renvoie à d'autres conférences que l'IREM au Sud fera sans doute, parce que ça nous emmènerait bien loin. Un jour, le monde diplomatique, quand j'étais dans la rédaction, je n'étais pas à la retraite encore à l'époque, avait publié un tableau de tous les vétos opposés par des grandes puissances, parce que par définition, il y a 5 puissances qui ont un droit de veto, et on s'aperçoit que la plupart des vétos, c'est des vétos américains, et la plupart des vétos américains portent sur une question liée au conflit israélo-palestinien. Entre-temps, on a aussi des vétos russes sur l'Ukraine, par exemple, bien sûr. J'avais fait le calcul à l'époque, il y a 2 ou 3 ans de ça, je crois qu'on en était à 92 vétos depuis 1948 sur la question israélo-palestinienne, et sur ces 92 vétos, on en avait 46 ou 47 qui étaient américains. Donc, ouais, majorité. Mais tout cela n'est pas figé dans le marbre, hein, si je peux me permettre de l'ajouter. On vient d'avoir un sondage historique, ça ne s'est jamais vu, qui porte sur l'électorat démocrate aux États-Unis. C'est un sondage Gallup, c'est pas forcément à 100% exact, mais c'est quand même beaucoup plus sérieux que les nôtres. Eh bien, 49% des électeurs démocrates américains disent qu'ils ont plus de sympathie pour les Palestiniens que pour les Israéliens, contre 29%. J'ai lu, je le disais à Yves Aubin de la Messusière tout à l'heure, que je n'ai pas les chiffres parce qu'ils n'ont pas été publiés, qu'il y avait aussi une poussée dans l'électorat républicain de sympathie pour les Palestiniens, mais surtout
colère ou de mécontentement ou d'irritation à l'égard du comportement du nouveau gouvernement israélien. Ça aussi, ça bouge. La communauté juive américaine, elle est clairement, de manière majoritaire, dans une période de rupture avec les dirigeants israéliens. Ça aussi, ça compte. Un jour ou un autre, un président américain, comme pendant 50 ans, on a dit, on tient compte de ce que pense la communauté juive, hein, c'est important aux États-Unis. Il y a plus de juifs aux États-Unis qu'en Israël. Hein. Donc voilà, si la majorité de la communauté juive n'est plus sur la ligne d'Israël, et c'est une tendance maintenant continue depuis une dizaine d'années, un jour ou un autre, la Maison-Blanche en tiendra compte. Je veux dire, là, non pas que demain ou après-demain, tout ça va changer, mais on ne peut pas non plus avoir l'image de quelque chose d'immuable. Aujourd'hui, 59% de mémoire des Français disent qu'ils ont une mauvaise image d'Israël. C'est un fait, je ne juge pas pourquoi ou comment, c'est comme ça. Et 69% une mauvaise image du sionisme. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils entendent par sionisme, mais voilà. Donc on est quand même dans une situation où la politique israélienne telle qu'elle se développe depuis que l'extrême droite est au pouvoir, ça rend la chose un peu difficile à défendre. Et moi je crois personnellement, mais peut-être j'ai tort, que l'évolution de l'opinion, ça pèse aussi sur les États. Quand les Saoudiens expliquent qu'ils ne vont pas signer les accords d'Abraham, vu la manière dont la police israélienne s'est comportée sur l'esplanade des mosquées, voilà, c'est un fait. Visiblement, l'opinion saoudienne, ça existe, contrairement à l'opinion des Émirats du Golfe, où la plupart des gens ne sont pas des nationaux, c'est des réfugiés, des immigrés sans passeport. Donc, non, en Arabie Saoudite, il y a une opinion publique et le roi, il en tient compte. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, devant. Alors, je ne sais pas où est passé le micro, par contre. Il est là-bas. Celui-là, tu peux... Oui, bonjour. Bonjour. Alors, deux questions, puisque je crois qu'il faut que ça soit sous forme de questions, mais vous comprendrez très vite que c'est aussi des observations. La première sur le travail des historiens palestiniens eux-mêmes. Vous avez parlé de l'oralité. Et moi, je pensais beaucoup aux photographies, par exemple à l'ouvrage de Avant leur diaspora, qui vient aussi complètement pulvériser le mythe de la terre sans peuple pour un peuple sans terre, enfin de la terre sans peuple en tout cas. Puisque ces photographies montrent une société palestinienne pendant le mandat britannique très organisée, tout à fait instruite, enfin, etc. Donc ça, c'était ma première question. Pensez-vous que ce soit important dans le récit historique palestinien? Et la deuxième, à propos du travail immense d'Ilan Pappé, vraiment, moi, qui m'a bouleversée. Et effectivement, merci aux éditions Fayard. J'invite vraiment tout le monde à lire l'ouvrage d'éthique de la Palestine, qui est un ouvrage majeur. Et vous avez cité Ilan Pappé, et c'est très important, alors c'est peut-être ma déformation professionnelle, hein, parce que je suis avocate. Il a parlé de crimes contre l'humanité, c'est-à-dire que c'est un historien, mais qui a qualifié juridiquement les faits qui se sont passés, notamment dans les années 47-49. Et je crois qu'on est sans doute ici assez d'accord pour dire que la tragédie palestinienne est aussi caractérisée par le fait qu'il n'y a pas de justice rendue. Et ça fait vraiment écho à ce qui se passe notamment avec l'invasion russe de l'Ukraine et la Cour pénale internationale qui s'est saisie immédiatement de cette question, qui est une question juridique. Alors ma question, puisqu'il faut la poser sous forme de question, pensez-vous que le travail et des historiens palestiniens, arabes et israéliens, et notamment le travail d'Ilan Pappé, peut permettre un jour de traduire devant la Cour pénale internationale les dirigeants israéliens, en tout cas ceux qui sont toujours vivants, et les dirigeants actuels, puisque Amnesty International d'ailleurs a fait très bien le lien entre la politique du transfert
l'épuration ethnique et le régime d'apartheid aujourd'hui. Elle le fait très bien dans sa vidéo, hein. Elle montre la continuité historique. Donc pensez-vous, voilà, quel est le rôle du travail de l'historien dans la reconnaissance, en tout cas dans le travail de la justice internationale pour traduire enfin les dirigeants israéliens pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité devant la Cour pénale internationale. Merci. Si tu me permets juste, Dominique, avant que tu puisses répondre, j'en profite pour vous dire que merci beaucoup pour votre question qui est très intéressante. Nous avons fait un colloque au Sénat à l'IREMO il y a quelques mois sur la question de la justice pénale internationale qui s'appelle « De l'Ukraine au Moyen-Orient, un sursaut de la justice pénale internationale ». Point d'interrogation. Les vidéos de ce colloque sont disponibles gratuitement en ligne sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller les voir. Ça répondra peut-être en partie à votre question. Fin de la pub. Sur la première question, je ne peux qu'être d'accord avec vous. Il y a plusieurs livres, pas un seul, il y a plusieurs livres de photos sur l'histoire de la Palestine, notamment celui qu'Elias Sambar avait fait à partir de sa propre collection. Alors je profite qu'il n'est pas là pour le dire, ce livre qui était relativement coûteux, on le trouve maintenant à relativement bas prix. Donc cherchez par-ci par-là, vous le trouverez, c'est un livre absolument formidable de photos qui couvre la longue histoire de la Palestine. Bien sûr que c'est essentiel dans une civilisation qui est celle de l'image, dans laquelle nous vivons, que d'avoir des images. Moi, je dois dire que le jour où j'ai eu la chance de tomber chez un vieux photographe arménien de Jérusalem, et que, m'ayant pris en sympathie, il m'a montré ses propres archives, j'en ai pleuré. C'était tellement incroyable de voir vivre, souffrir, être expulsé, voler, etc. Des gens dont j'avais écrit si souvent le sort, mais sans image. Et dont on m'avait dit là-bas, non, non, il n'y a pas d'image. Non, non, non. Et tout d'un coup, j'avais des centaines d'images. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Sur le rapport entre le travail des historiens et le comportement des États, parce que, soyons clairs, la Cour pénale internationale, elle obéit à un cadre politique. Tant que les grandes puissances s'opposent à ce qu'elles jugent tel ou tel, voilà, il est clair que tel ou tel ne sera pas jugé. Donc on a, ce qui me paraît essentiel, c'est ça que je veux dire, c'est le rapport entre le travail historique et les opinions. Parce que les opinions, elles, ça j'en suis absolument convaincu, elles ont un effet, pas mécanique, pas simple, sur les comportements politiques. Je vais vous donner un exemple presque caricatural parce que celui-là, il est précis. Au moment de la percée des nouveaux historiens israéliens, il va de soi que derrière tout ce que je vous ai dit, la vraie question, c'est celle des droits en général des Palestiniens, mais c'est en particulier celle de leur droit au retour. Puisqu'on est quand même dans une situation paradoxale. C'est-à-dire qu'un juif de Brooklyn qui n'a aucun lien d'aucune sorte avec la Palestine antique, vous savez que pour la plupart des juifs du monde n'ont pas de lien génétique, entre guillemets, avec les Hébreux. C'est des descendants de conversion à des degrés divers, à des moments divers, etc. etc. Donc, à l'époque, tout le travail des historiens, des nouveaux historiens, amène à poser, dans des termes politiques et non plus historiques, la question du droit au retour. Eh bien, il y a un moment que j'ai défini comme étant la pointe, c'est-à-dire 98-99, au moment où il y a le nouveau manuel, au moment où il y a la série à la télévision, etc. On a un sondage fait en Israël qui nous donne 40%
manière ou d'une autre, oui, il faut qu'ils puissent revenir. Donc on voit là que le travail historique peut avoir, à un moment donné, c'est fragile, hein, un effet sur les opinions. Est-ce qu'on a un sondage similaire plus actuel? Alors oui, mais je ne l'ai plus en tête, alors je ne veux pas dire de bêtises. Nos amis Éléonore, tu lui enlèves son nom de jeune fille, elle s'appelle Nilsa, donc c'est Nilsa, et puis Ethan Holstein, son mari, qui travaille sur un laboratoire, disons, de recherche sur la Nakba, ont fait un sondage assez étonnant sur le droit au retour, pas aussi fort, mais quand même on a de mémoire, hein, ne m'envoyez pas si je me trompe un peu, autour de 30% d'Israéliens qui disent oui, on peut imaginer. Donc il y a vraiment un lien, on ne peut pas penser qu'il y a d'un côté les chercheurs dans leur tour d'ivoire, et puis de l'autre les politiques qui font ce qu'ils veulent. Moi je suis persuadé, je le répète, que l'évolution des opinions, elle permet ou non, que voulez-vous, quand Rabin est élu Premier ministre avec une majorité favorable à des négociations avec l'OLP en 1992, ça ne sort pas de rien. Ça sort d'une intifada palestinienne, la première, qui a eu un effet majeur sur l'opinion israélienne en lui montrant que le statu quo ne pouvait pas durer. Et, malheureusement, c'est ça qui nous manque aujourd'hui, d'un camp de la paix relativement organisé, relativement influent, dans lequel on trouvait des forces que Gérald Darmanin dirait antisionistes, c'est pas plus antisioniste qu'autre chose, mais qui étaient favorables à un accord de paix, disons sur une base radicale, mais aussi des forces qui modéraient, pensaient que la meilleure solution c'était de s'entendre avec les Palestiniens. Et je pense personnellement que la victoire ric et rac en termes électoraux, hein, parce qu'on vous a tous raconté des bobards sur les élections du 1er novembre 2022. En termes de voix, l'opposition a plus de voix que la majorité de Netanyahou. C'est simplement le système de répartition proportionnel avec répartition des restes qui a permis à Netanyahou de l'emporter de justesse. Mais quand on regarde fondamentalement ça, c'est le résultat d'une évolution à droite de l'opinion israélienne sur la longue période, en l'absence de toute alternative. Et ce n'est pas une spécificité israélienne. Regardez tous les pays, je dis bien tous les pays, où on a eu soit une percée, soit une victoire des forces populistes, il y a une caractéristique commune à tous ces pays, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. Donc à un moment donné, le mécontentement qui s'exprime, comme il ne trouve pas d'alternative cohérente portée à gauche, ben il va s'exprimer ailleurs. On a connu ça à d'autres périodes, on le connaît aujourd'hui, et on voit bien que c'est quand même d'abord des sociétés, de leur capacité à porter des alternatives, à créer des alternatives, à contraindre leur corps politique à porter des alternatives, que se trouve la solution. Elle n'est pas simplement dans les combinaisons politiciennes. Regardez au Brésil, je ne porte pas de jugement sur Lula, je n'y connais rien du tout au Brésil, mais je veux dire, il y avait Lula, Bolsonaro était battu. Il y avait une alternative de gauche à Bolsonaro. S'il n'y avait pas eu Lula, s'il n'y avait pas eu la coalition autour de Lula, Bolsonaro aurait sans doute réussi soit à être élu, soit son coup d'État. Donc on est en Israël dans quelque chose de spécifique parce que c'est dans une situation de tension et de guerre, mais ce n'est pas un phénomène propre à Israël et à la Palestine, c'est un phénomène mondial. Nous sommes en pleine crise des alternatives, et tant qu'il n'y a pas d'alternative, regardez la Russie. Les Russes ne sont pas comme peuple, un peuple barbare, vengeur. Non, mais il n'y a pas d'alternative. Le système poutinien a réussi à éliminer
durablement toute alternative. Donc, je veux dire, c'est quand même dans les sociétés, je le répète, que se créent les possibilités de changement, pas dans les combinaisons politiciennes. Oui. Alors, oui, alors j'allais conclure parce qu'en fait on arrive au bout du temps, mais on ne va pas manger sur la culture. Oui, il ne faut pas qu'on mange sur la culture. Je vous invite à parler avec peut-être avec Dominique à la fin de la. Ouais, on est désolé, en fait il est 16 h et il faut qu'on enchaîne avec le reste des interventions. Une dernière question parce que notre ami voulait depuis tout à l'heure. Alors très rapide. Toute dernière. Très rapide. Non, c'était ici. Non, c'était ici devant. Mais on peut faire. Le micro. Non, j'ai vu monsieur lever la main depuis tout à l'heure, alors ce serait. Merci. Merci d'être venu ici. Merci à tous les organisateurs et les organisatrices. Juste ma question, ou bien mon avis, qui va être suivi d'une question, quand vous êtes historien, c'est que j'ai grandi au Maroc et ces nouveaux historiens, j'ai jamais entendu parler, mais c'est en arrivant ici que je découvre ce qu'ils ont écrit. Et je pense, d'après ce que je connais d'eux, ils sont un peu, ils vivent dans un blocus intellectuel, il y a un peu social aussi dans leur vie, dans leurs appartements, dans leur habitat, par rapport à la société israélienne qui est devenue très nationaliste depuis l'assassinat du Premier ministre Rabin, je pense. Rabin. Et au Maroc aussi, on ne parle pas beaucoup de sujets, on ne parle pas d'histoire, parce que comme vous avez dit, il y a une sorte de... Malgré les guerres et tout, il y a une complicité entre les États arabes de Nord d'Afrique ou Moyen-Orient avec l'État israélien. Et par rapport à ces nouveaux historiens, dans votre interlocution, vous avez traité les questions d'archives, mais aussi ils traitent les questions historiques de religion. Est-ce que vraiment il y a un peuple juif? Est-ce que les juifs ne sont pas un peu comme toute autre religion? Il y a Shlomo Sand qui a traité la question des Khazars rouges. Il y a un historien français, franco-algérien, je pense Julien Cohen, qui a traité la question des berbères juifs. Et notamment maintenant au Maroc, on a... Je suis désolée, il faut vraiment vous poser votre question. Ouais, Parce qu'on juste la garder comment vous vivez, en étant en France et français, comment vous vivez cette confrontation entre l'historien qui veut dire la vérité, malgré que ça blesse les gens qui sont fiers de leur nationalité, leurs origines, leur religion, et qui ne veulent pas entendre qu'on dise ah, on a fait ça, on a tué 10 millions, je sais pas, au Congo, 10 millions en Algérie. Comment vous vivez ça en tant qu'historien? Merci. On va être clair. La plupart des régimes arabes n'ont aucun intérêt à faire connaître l'ensemble d'une histoire, celle de la Palestine, dans laquelle ils ont joué un rôle, disons, négatif. C'est un mot très, très prudent. C'est pire que négatif. Hein. Si on faisait les comptes de qui a tué combien de Palestiniens, je ne suis pas sûr qu'Israël gagne. J'ai l'impression que les régimes des Assad successifs en ont tué au moins autant si on y ajoute le petit roi de Jordanie de l'époque, le roi Hussein, les Septembre Noirs, enfin bref. Donc, moi je comprends très bien pourquoi on ne fait pas dans la plupart des États arabes beaucoup de travail sur l'histoire de la guerre de 48 et d'ailleurs plus généralement sur la question palestinienne. Mais là aussi, ce qui me frappe, vous me direz, je me répète, mais c'est volontaire, c'est combien les opinions ne suivent pas nécessairement les dirigeants. Le CAREP, qui est un institut de recherche important qui se trouve au Qatar, fait tous les 2 ans maintenant une enquête sur l'ensemble des opinions arabes. La dernière porte sur 33 000 personnes
interviewés en face à face, hein, ni téléphone, ni mail, face à face. 800 chercheurs. Eh bien, quand on leur demande, c'est donc des citoyens arabes de tous les pays, sauf les dictatures où leur interview les mettrait en danger. Hein. Donc il n'y a pas de Syriens, par exemple. Eh bien, quand on leur demande, est-ce que vous êtes pour la normalisation entre votre pays et Israël, tant qu'il n'y a pas de solution du problème palestinien, il n'y a que 8% qui disent oui, nous sommes pour. Et quand on leur demande, est-ce que la question palestinienne est une question palestinienne ou une question de tous les Arabes, la réponse tous les Arabes, c'est 75%. Donc ça veut dire qu'on a une opinion, contrairement à ce qu'on dit, qui reste dans les pays arabes, que ce soit le Maghreb ou le Mashrek, très attachée à la question palestinienne, et pas d'une manière religieuse ou ultranationaliste, puisque les gens disent, s'il y a une solution pour la Palestine, on est pour la normalisation avec Israël. Ben, moi, je pense que ce résultat, il joue un rôle dans, par exemple, la décision de MBS de ne pas signer les accords d'Abraham. D'ailleurs, MBS l'a dit lui-même dans une interview au quotidien Haaretz. On lui a dit, mais pourquoi vous ne signez pas les accords d'Abraham? Et il a dit, si je signe, mon peuple me tue. Merci beaucoup Dominique, merci beaucoup pour vos questions. Et on va passer du coup au deuxième temps de cette